Nous sommes dans la grande mosquée omarienne. Ici, hommes politiques, société civile, parents, amis, chefs religieux entre autres sont présents. Ils sont tous venus pour accompagner Ahmadou Makhtar Mbow à sa dernière demeure. Des langues se délient pour les témoignages unanimes. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès d'Ahmadou Makhtar Mbow qui fut pendant 13 ans à la tête de notre organisation. Premier Africain à diriger une organisation internationale d'envergure, humaniste convaincu, intellectuel complet. Il a profondément marqué l'histoire de notre institution. Il s'est aussi évertué à ce que chaque État trouve sa juste place à l'UNESCO, donnant chair et réalité à l'ambition du multilatéralisme. Le Premier ministre Ousmane Sonko, qui représentait le chef de l'État et le gouvernement, a souligné la dimension étatique, scientifique, mais aussi panafricaine du défunt. Nous venons de perdre un illustre fils du Sénégal et de l'Afrique, un des plus dignes fils du Sénégal et de l'Afrique, un exemple à tout point de vue, qui a donné qu'à se consacrer toute sa vie à se battre pour la construction d'un modèle aussi bien de développement qu'un modèle sociétal pour son pays, le Sénégal, mais qui s'est battu toute sa vie pour faire rayonner l'image du Sénégal à travers le monde. Et il a réussi à le faire en se hissant brillamment à la tête de l'institution qu'est l'UNESCO et en devenant ainsi le premier Africain et le premier Sénégalais à diriger une institution internationale. La représentante de la famille, visage triste, témoigne, elle soutient qu'il était toujours au service de sa famille. Son épouse, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que toute sa famille et tous ses proches peuvent attester qu'Ahmadou Makhtar Mbow a été un homme bon et aimant, dont la vie riche et exaltante fut dédiée à penser et à faire le bien. La cérémonie s'est terminée par la prière mortuaire dirigée par le représentant du calife omarien, suivi de son enterrement au cimetière musulman. Voilà, comme vous le savez, sous le régime du président Macky Sall, Tambacounda devait abriter un domaine agricole communautaire DAC et c'est la commune de Niani Toucouleur qui avait été choisie, raison pour laquelle nous avions fait une délibération sur 1000 hectares. Mais après avoir constaté que ce projet ne voyait pas le jour, nous nous sommes donc rendus vers d'autres investisseurs pour voir s'ils pouvaient exploiter cette superficie. C'est pourquoi nous sommes allés d'abord voir Agrobusiness qui n'a finalement pas répondu à notre appel et par la suite en concert avec notre commune et des populations, nous avons tout simplement décidé d'octroyer ces terres à d'autres investisseurs qui l'un est venu, l'autre n'est pas venu. Celui qui est venu quand même a commencé à exploiter, mais les clauses sont claires. Si d'ici le 15 octobre rien n'est fait pour valoriser davantage cette superficie, nous n'aurons plus le choix que d'arrêter en tout cas également avec cette personne. C'est pourquoi je ne comprends pas cette accusation portée sur ma personne qui me semble être infondée vu donc la situation. C'est pourquoi je me suis dit qu'il fallait aussi intervenir pour apporter la lumière par rapport à cette affaire. Pour vous dire qu'il n'y a rien de nébuleux sur l'octroi de ces 1000 hectares dans cette commune de Niani Toucouleur. Le secteur du numérique est devenu le socle et l'accélérateur du développement de toutes les économies. Depuis des décennies, de la lutte contre la vente des 9% des actions de l'État du Sénégal à France Télécom dès lors, à la lutte contre l'externalisation des réseaux des opérateurs, les syndicats du secteur des télécommunications
se sont investis dans la lutte pour la souveraineté numérique du Sénégal sans chauvinisme. Les nouvelles autorités nous laissent espérer qu'enfin, l'Afrique, le Sénégal, aura plus d'ambition, de puissance et de souveraineté dans le domaine du numérique. Toutefois, nous les jugerons à l'œuvre, car force est de reconnaître que depuis plusieurs mois, nous, travailleurs du secteur des télécommunications, attendons qu'ils mettent le pied à l'étrier pour trouver des solutions au développement du secteur des télécommunications et du numérique au Sénégal. Les changements climatiques, tout le monde le vit. Donc c'est un phénomène planétaire dont tout le monde parle et qui sont actuellement visibles. Ce sont donc des phénomènes extrêmes qui surviennent, notamment les vagues de chaleur. Donc il fait de plus en plus chaud, les inondations, les saisons de pluie sont perturbées. Il pleut beaucoup en un temps record, ce qui entraîne donc des inondations. Nous avons des phénomènes de sécheresse, donc il pleut aussi de moins en moins dans certaines localités. Nous avons aussi des phénomènes comme les vagues de poussière qui peuvent altérer donc la qualité de l'air. Nous avons aussi le phénomène de l'érosion côtière, donc le niveau de la mer qui s'élève, qui entraîne donc des problèmes au niveau de tous les secteurs. Et ces phénomènes donc sont vécus un peu partout à travers le monde, mais les pays africains sont parmi les pays les plus vulnérables parce que les changements... oui, parfaitement, parce que quand on parle d'effet du changement climatique sur la santé, on fait allusion à certaines maladies. Donc c'est ce qu'on appelle les maladies climato-sensibles, qui sont sensibles au dérèglement climatique. Quand on parle des vagues de chaleur, par exemple, nous avons cette chaleur extrême aura des répercussions sur la santé de certaines personnes les plus vulnérables. Ça va exacerber donc certaines maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires. Quand on va parler de la pollution de l'air, ça va entraîner donc une exacerbation des maladies respiratoires. Nous avons aussi les maladies à transmission vectorielle comme le paludisme, la dengue, le chikungunya, etc. qui sont donc exacerbés par ces phénomènes climatiques extrêmes. Le chef de l'État au pays de l'oncle Sam. Une visite pour participer à l'Assemblée générale annuelle des États-Unis. À l'occasion, le secrétaire d'État américain a été reçu en audience ce mardi 24 septembre par le président Bassirou Diomaye Faye. Les États-Unis d'Amérique se sont engagés pour la mise en place d'un programme de financement de 5 millions de dollars pour appuyer le Sénégal dans la lutte contre la corruption. Le Sénégal et les États-Unis entretiennent une relation diplomatique très ancienne. Ainsi, les deux autorités ont échangé sur les moyens de renforcer cette coopération. Les deux dirigeants ont aussi évoqué la question sécuritaire des pays du Sahel et les conflits du Moyen-Orient ainsi que dans d'autres régions du monde. Les États-Unis sont fin prêts pour soutenir le Sénégal dans ses efforts de réforme et d'améliorer la gouvernance. La présidence sénégalaise fait en outre savoir que d'autres secteurs prioritaires de l'agenda national de transformation 2050 du Sénégal, qui sera officiellement présenté le 7 octobre, ont été identifiés comme axes de coopération renforcés entre les États-Unis et le Sénégal.
3 ans après le coup d'État militaire qui a renversé Alpha Condé, 3 ans après sa suspension, la Guinée-Conakry a réintégré l'Organisation internationale de la francophonie. Cette décision a été prise suite à la présence en Guinée de plusieurs experts chargés d'accompagner la transition sur différentes thématiques, comme le fichier électoral ou l'organisation d'élections. Cette réintégration a été bien accueillie par l'OIF. Ainsi, Victor Moria, porte-parole de l'organisation, pense que ce qui a été décisif dans la décision des États, c'est de relever quand même l'implication et la volonté de la Guinée de sortir de la crise et de retourner à un ordre constitutionnel. Et la Guinée a été choisie du fait de l'évolution positive de son processus de transition, mais aussi de la facilité des relations qu'elle entretient avec les partenaires internationaux, dont l'OIF. Pour l'instant, c'est le seul pays qui s'est montré assez ouvert à une collaboration de ce type pour l'accompagnement de son processus de transition, ajoute le porte-parole de l'OIF.